Salut à tous, bienvenue. Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de plombier, mais aussi comment on fait son alia quand on est plombier, est-ce que c'est facile, pas facile, compliqué? Eh bien, nous allons en parler, bien sûr, avec Gan Bedguigui, qui est ici pour, qui a fait le voyage en plus de Haïfa jusqu'à Jérusalem pour nous raconter un peu son parcours. Bonjour Gan. Bonjour Cathy. Merci d'être venu. Il faut parler bien près du micro. Voilà. Alors, plombier, ça fait longtemps que tu es plombier, tu as beaucoup d'expérience. Oui. Tu es pourtant arrivé ici sans l'hébreu, très peu, et tu t'imaginais pas forcément pouvoir bosser dans ce job qui est le tien depuis toujours. Oui, exact. Non, en fait, j'avais même pas cherché à savoir si j'allais recommencer dans la plomberie, mais c'est une opportunité qui a fait qu'on m'a proposé un... Voilà, et ça, c'est les mystères de l'ALIA. Alors, juste avant que tu nous racontes, bien sûr, comment tu as pu raccrocher les wagons, qu'est-ce qui a fait que tu as finalement décidé de venir vivre en Israël ? Venir vivre en Israël. Alors, en fait, ça fait... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es un jeune papa, tu as 36 ans, mais tu as déjà 6 enfants. Ouais. Donc, venir avec sa famille nombreuse, c'est pas évident. Alors, je suis venu avec 5 enfants, je ne suis pas venu avec 6. La 6e est née ici. Alors, en fait, ça faisait pas mal de temps qu'on avait envie de venir en Israël. C'était un projet qui nous trottait, mais on n'avait pas le déclic de savoir quand est-ce qu'on allait le faire. On pensait le faire vraiment plus tard, quand les enfants seraient assez grands. Et finalement, le déclic principal qu'il y a eu, ça a été l'hypercacher, quand il y a eu l'attentat début 2015, janvier 2015. Mm-hmm. Donc, ça a été un choc, un électrochoc. Ça a été un électrochoc et à partir de là, on a tout de suite pris rendez-vous. Tu n'y avais jamais pensé avant ? On y a pensé, mais pas activement. On y pensait comme ça, en se disant que plus tard, on viendrait vivre en Israël. Mais jamais tout lâcher comme ça pour venir directement, quelques mois après. Mais pourtant, vous habitiez à Sarcelles. Oui. Il y avait déjà eu des heurts, on va dire. On se rappelle du magasin Naouri qui avait brûlé. Ça a été... quelque chose d'ébranlant, mais... Ça nous avait marqué, mais pas au point de vouloir partir en Israël. Ça nous avait marqué, effectivement, de se dire qu'on n'est plus en sécurité. Mm-hmm. Mais effectivement, ça demandait des gros efforts de se dire on quitte la France, on est habitué à vivre en France, et on quitte ce pays pour aller en Israël, pour tout recommencer à zéro. C'était un gros effort de notre part. Parce que ta clientèle était assez importante, ça marchait bien pour toi. Voilà. Vous étiez bien installé, bien intégré. Mmh. Ok, donc c'était compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe au lendemain de l'hypercacher ? Au lendemain de l'hypercacher, donc l'hypercacher, c'est un vendredi, donc il se passe le Shabbat, et le dimanche, ma femme prend rendez-vous avec l'agence juive, qui nous donne un rendez-vous une semaine après, pour une réunion d'information. Mmh. Donc, on se retrouve avec pas mal de familles pour s'informer sur l'ALIA. Pour s'informer sur l'ALIA, exactement. Mmh. Et dans cette réunion, on nous parle de l'ADG, l'ALIA de groupe, et de Shalom Var, qui a moins de... Comme quoi, il y avait moins de retours. Il y avait moins de retours. Moins d'iridotes. Voilà, il y avait moins d'iridotes. Il y avait plus de chances de mieux réussir son ALIA grâce à ce biais, plutôt que de le faire toute seule. Donc ça vous a rassuré ? Ça nous a rassuré. Ma femme avait déjà entendu parler de lui. Et donc, à partir de là, assez rapidement, le lendemain, 2 jours après, je prends rendez-vous avec Shalom Var, qui était en France à ce moment-là. Et puis, ça s'est enchaîné. Les choses se sont enchaînées. Voilà. Et puis, 2 mois après, on est en voyage d'études. Alors, quand même si on trouve un relais pour se dire que oui, ça va marcher, ça sera plus simple, etc., tu avais préparé une reconversion professionnelle, ou en tout cas, tu avais pris des pistes de travail, ou pas du tout ? Non, du tout. Non. J'y pensais même pas, en fait. Quand on est parti en Israël, je travaillais déjà dans le bâtiment, mais j'y pensais pas du tout à savoir ce que j'allais faire plus tard. Je me suis consacré vraiment à l'Ulpan. Tu t'es dit que tu trouverais de toute façon du travail ? Je chercherai, et puis de toute façon, même si on me propose dans un job qui n'est pas dans mon domaine, je prendrai. Ouais. Ok, tu étais prêt à tout. J'étais prêt à prendre n'importe quel job. Ok. Les enfants, ils étaient contents de partir ? Ou ils étaient un peu surpris ? Au tout début, non. Non, parce qu'ils avaient leurs copains en France. C'est difficile de les quitter, j'imagine. C'est difficile, et ils n'ont pas eu trop le choix, si on veut. Nous, on leur a imposé le fait de partir, mais en leur expliquant que tout ce qu'ils allaient gagner derrière. En leur expliquant tout ce qu'ils allaient gagner derrière, mais le plus grand, il avait 12 ans, il n'avait pas tout à fait compris. Non. Vous étiez en dessous de la réalité ou bien au-delà ?
on était bien en dessous de la réalité, en fait. Bien en dessous de la réalité. Parce que nous, on voyait Israël, en fait, comme étant notre pays. Donc, on s'est dit, on a dit aux enfants, voilà, on va vivre plus tranquillement en Israël. Mais on savait que la vie, elle allait être très dure aussi. Mais en même temps, on n'imaginait pas la qualité de vie qu'ils allaient avoir, les enfants, aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on n'arrête pas de... Ma femme et moi, des fois, quand on repense aux enfants... Avant et maintenant, on voit qu'il y a eu un changement énorme. Et que si... Un changement de quoi? Dans leur personnalité? Dans leur comportement, dans leur personnalité, au niveau de leur entourage, leurs amis, au niveau de... J'ai mon grand qui était très, très, très timide en France, qui n'osait pas aller acheter une baguette. Et le lendemain qu'on arrivait en Israël, il m'a dit, passe-moi de l'argent, je vais aller au magasin acheter quelque chose. Il voulait à tout prix sortir pour acheter quelque chose, pour voir un peu le pays. En France, il n'osait pas sortir. Donc, il y a eu un grand changement, il y a eu un changement dans la famille. Voilà, et à partir du moment où les enfants, ils ont un déclic, où ils changent, automatiquement, nous, ça peut que nous faire du bien. Par rapport aux écoles, par rapport aux activités extrascolaires, par rapport à tout un tas de choses qui existent en Israël, qui n'existent pas ici, qui n'existaient pas, qui existent ici, qui n'existaient pas en France, c'est ça? Alors, il existe des mouvements de jeunesse en France, etc., des mouvements, des associations, il existe. Sauf que je trouve que les enfants, ils ne sont pas assez impliqués. En Israël, moi, je sais que mes enfants, ils sont très impliqués dans les mouvements de jeunesse comme le Bnei Akiva. Ils ont fait c'est la 3e année qu'ils ont fait là-bas. Et pareil, au niveau associatif, j'ai le grand qui va toutes les semaines au Gmar pour aider les familles nécessiteuses à ramener les colis alimentaires. Donc oui, au niveau associatif, ils sont impliqués dans la vie communautaire, ils sont impliqués dans la vie de quartier, avec leurs amis, etc. Donc ça, pour vous, c'était un point, j'imagine, très important. Alors, tout ça, c'est bien. Le sionisme, c'est bien. Il faut manger quand même. Donc, il faut travailler. C'est clair. Alors, comment vous avez enclenché les wagons, on va dire? Comment tout ça s'est... Ça a été très, très difficile parce que donc moi, j'étais à l'Ulpan. J'ai eu l'opportunité par une connaissance d'une connaissance qui travaillait dans le bâtiment, qui avait une société de plomberie, etc., qui cherchait une personne. Avec mes quelques mots d'hébreu, je me suis engagé à l'appeler. Je l'ai appelé, on s'est vu le lendemain, une période d'essai, hop, tout se passe bien derrière, après on travaille. Alors, mais c'était une grosse société de plomberie, c'était pas un petit... Non, très grosse. Il y avait combien d'employés? C'est de la création, c'est du neuf, c'est plus d'une 50aine d'employés. Plus d'une cinquantaine d'employés, et puis parfois de plombiers. De plombiers. Uniquement de plombiers sur chantier. Sur les nouvelles constructions, oui, c'est des gros immeubles. D'accord. Et donc là, vous avez fait aussi une découverte un peu, on va dire, tout à fait particulière à Israël, puisque vous avez travaillé avec des Arabes, ce à quoi peut-être vous n'étiez pas forcément préparé. Quand on imagine faire son alia, on n'imagine pas trop comment on s'imagine d'aller en Israël et d'aller dans notre pays, et finalement, on se retrouve à être confronté à la réalité et à se dire que non, on n'est pas tout seul en Israël. Et quand on arrive... Surtout dans les métiers du bâtiment, il y a beaucoup d'Arabes. Et donc, moi, je me suis retrouvé des Arabes israéliens, des Arabes palestiniens. Des Arabes israéliens. Uniquement, d'accord. Alors, c'est des Arabes israéliens qui viennent des villages autour, qui viennent des Arabes israéliens. Comment ça s'est passé avec eux? Qui n'ont aucune animosité, mais c'est des Arabes israéliens. Ça s'est passé très, très bien. Il a juste fallu, en fait... il a fallu montrer qui on était. Il faut pas se... Dès le début, il faut... Ça veut dire quoi, montrer qui on est? Montrer qu'on est capable, qu'on est valable? Alors qu'on est capable, oui, mais c'est surtout qu'on a du répondant, qu'on sait... qu'on va pas se laisser faire. Qu'on va pas se laisser faire, exactement. Eux, ils marchent beaucoup au feeling, ils marchent beaucoup à la façon de parler, la façon d'être. La façon d'être. Okay. Donc après, le travail, pour eux, c'est secondaire, le travail. C'était j'imagine, une phase aussi importante dans ton intégration à toi. Le papa, de connaître justement ce milieu professionnel qui était le tien, mais que tu redécouvres forcément en Israël. Exact. Non, ça m'a permis de faire Donc moi qui sortais d'un Ulpan standard, d'arriver sur automatiquement un Ulpan professionnel que j'aurais pas pu avoir autrement. Oui, c'est sûr. Donc rester 1 an et demi sur chantier, ça nous forme à la plomberie à l'israélienne. Pareil, de voir leur façon de faire, leur façon de Rien travailler. À voir avec la façon de faire française. Quand on est plombier en France, on comprend tous les systèmes, mais il y a une façon différente.
C'est moins professionnel ? C'est moins qualitatif. Moins qualitatif. Ouais, c'est moins qualitatif. Et des diplomates en plus. Okay. Non, c'est vrai que c'est moins qualitatif. C'est beaucoup d'assemblage en Israël. Il y a pas mal de gens qui sont assez bricoleurs, qui vont s'improviser plombier. Il n'y a pas besoin d'un diplôme en plus particulier pour être plombier. Pas spécialement. Tout le monde peut être plombier. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc après, c'est à vous de vous démarquer en fait. Ok. Donc tu prends tout ça dans ton, on va dire, dans ton bagage. Tu découvres ton métier ici. T'es déçu ou ça va au début? Non, je suis pas déçu parce que je viens pour avancer. D'accord. Donc je suis content justement de pouvoir avoir cette opportunité, cette Ulpan-là en direct. En étant payé. En étant payé, mais en même temps, c'est pas un salaire énorme. Ouais. Combien ça gagne un plombier sur ce genre de chantier? Alors ça varie, mais sur chantier en tant qu'employé, ça varie, ça peut commencer entre 5 000, 5 500 et monter jusqu'à 10 000, 12 000 en tant qu'employé. Donc tu t'es dit, au bout d'1 an et demi, je suis peut-être capable de monter mon entreprise? Tout à fait. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au bout d'1 an et demi que j'ai acquis une certaine expérience en Israël par rapport à la plomberie, j'ai arrêté chez eux et j'ai monté mon ESSEC. Donc aujourd'hui, tu travailles sur Haïfa. On peut te trouver sur une page Facebook peut-être? On peut me trouver sur une page Facebook ou avec un téléphone. Gad Installator. Gad Installator, ben voilà. En hébreu? Je crois que c'est écrit en hébreu. En hébreu. Gad Installator, si ça vous branche. Je crois que c'est écrit en hébreu. On peut le trouver sur sa page Facebook. Ta femme aussi a eu un parcours intéressant? Ma femme a eu un parcours intéressant dans le sens où, quand on est arrivé en Israël, pareil, on sortait de l'Ulpan. Et on a vu qu'en Israël, il y a pas mal de gens qui se reconvertissent à faire autre chose. Elle avait quand même une spécialité intéressante. Alors à la base, elle n'était pas du tout dans ce domaine-là. Et finalement, arrivée en Israël, elle a cherché quelle formation elle pouvait faire. Elle s'est reconvertie. Et elle s'est reconvertie. Elle a fait une formation de prothésiste angulaire. Et puis voilà, donc elle a eu son diplôme en Israël, qui a été très dur pour elle de l'avoir. Mais parce qu'elle ne parlait pas l'hébreu. Elle ne parlait pas l'hébreu, il a fallu qu'elle... Vous êtes vraiment épatants, tous les deux. Non, mais c'est vrai. Ouais, donc non, merci. Il a fallu qu'elle travaille dur. Qu'elle travaille dur. Il a fallu qu'elle travaille dur, qu'elle enregistre tous les cours, qu'elle prenne des photos de tous les cours et qu'elle bûche le soir à apprendre tout ça. Avec les audios. Avec les audios. Et puis en plus, il y avait la pratique aussi qu'il fallait apprendre, plus le vocabulaire, etc. Donc, c'était pas simple. C'était pas simple. Et donc, quand elle a eu son diplôme, elle a commencé à travailler doucement. Pareil, elle a ouvert son ESSEC aussi. On a 2 ESSEC là-dessus. Et puis voilà. Si on regarde en arrière, là, ça fait 3 ans que vous êtes en Israël. Alors, bon bilan. Pour les enfants, il n'y a rien à dire. Il a fallu qu'on... Alors, au niveau du travail, pareil, je pense que... Qu'est-ce qui reste, on évolue doucement. Qu'est-ce qui reste encore pas évident? Qu'est-ce qui reste pas évident? Plutôt par rapport aux Français qui viennent en Israël, il y a une chose qui n'est pas évidente, c'est au niveau de la religion. Ouais. Ils sont peut-être pas habitués, nous c'était notre cas aussi pareil, ils sont pas habitués à devoir choisir tel ou tel camp au niveau religieux. Ouais, vous dites qu'ici, on se reconnaît en fonction de la couleur de sa kippa, de la longueur de son talit. Moi, ça m'a choqué quand je suis arrivé ici et qu'on m'a dit, voilà, t'es quel type de kippa? Et moi, je dis quoi? Quel kippa? Je sais pas. Pour moi, j'ai une kippa, c'est tout. Et ouais, en fait, pour moi, en France, on est sympathisant avec tout le monde. On est vraiment... Un juif est un juif. Un juif est un juif. Et puis, on essaye d'évoluer dans la religion. On essaye on essaie d'évoluer tout simplement. Quand on arrive ici en Israël, on se dit qu'on va évoluer encore plus et finalement on s'aperçoit que c'est soit on évolue, soit on recule, mais c'est difficile de trouver son chemin spirituel. Ouais, exactement, c'est difficile. Ok, mais apparemment ça arrive quand même. Ouais, ça progresse, mais c'est pas une chose qu'on croit peut-être évidente, mais finalement c'est pas si évident que ça. C'est ça. Alors, et nous, c'est vrai que sur Haïfa, on n'avait pas quelque chose qui pouvait nous représenter, nous, le système à la française. Un système communautaire. Un système communautaire à la française, on n'avait pas ça.
D'accord. Bon, On avait, attention, il y avait pas mal de Français sur Haïfa, de tous les bords, etc. Il y avait pas mal de gens avec qui on s'est lié d'amitié. Mais il n'y avait pas un système fait pour pouvoir aider les Olim. Donc vous avez finalement décidé de monter une communauté avec d'autres. Exactement. Ça va mieux? Et ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Vous sentez mieux? Oui, bien sûr. Ouais, vous sentez plus à votre place, c'est ça? Exactement, oui. On a monté une communauté donc qui est essentiellement francophone et qui a pour vocation d'aider justement les Olim francophones. D'accord. Bon, on va finir sur cette note positive. Merci beaucoup Gad Benguigui. À très bientôt. Et on vous souhaite plein de clients alors. Merci. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.